Alors on peut peut-être justement évoquer les sanctions. C'est important aussi, parce qu'on vous parlait de mots, mais là, il y a ce 17e train de sanctions qui, ça y est, va se mettre en place. On va écouter Jean-Noël Barrot. Alors non, on ne va pas l'écouter, mais on va voir ce qu'il dit, le ministre des Affaires étrangères. États-Unis et Européens doivent se préparer à brandir des sanctions dévastatrices qui pourraient asphyxier une bonne fois pour toutes l'économie russe. Anne Genetet, c'est vrai que ça fait un paquet de sanctions maintenant. Là, c'est le 17e, ça a commencé depuis très longtemps. On a du mal à mesurer l'impact sur l'économie russe, mais là, il faut vraiment que les Russes nous écoutent. Il faut que ça fasse mal. C'est très clairement ce que dit Jean-Noël Barrot. Moi, je pense que dans le contexte actuel, sur le plan, je vais revenir aux sanctions plus précisément, mais il y a aussi un élément qui me paraît très important. Aujourd'hui, et vous avez évoqué les Chinois qui essayent de rentrer en jeu, ils ont même à un moment proposé de faire partie de la coalition des volontaires. Évidemment, ils ont besoin aussi d'entraîner leurs troupes. Et j'espère, naturellement, ça sera refusé. Mais aujourd'hui, on voit bien que dans cette tutelle que la Chine exerce sur Poutine, car c'est une tutelle, franchement, c'est pas à la gloire de Poutine, ça. Vraiment pas. Il est en train de devenir un satellite de la Chine. Bon, grand bien lui fasse, si c'est ça qui lui convient. Enfin, ça me paraît pas être quelqu'un qui revient dans le jeu international que d'être le satellite de la Chine, de Xi. Pas du tout. Sur les sanctions, je voudrais rappeler que nous, au niveau européen, nous avons en effet mis en place un certain nombre de sanctions. Vous avez raison, difficile d'en mesurer l'impact. On est aussi dans le discours de la guerre et que c'est difficile à mesurer, d'avoir les chiffres, sont-ils réels, pas réels. C'est très compliqué. Et en tout cas, on ne peut pas le mesurer au soutien de la population ou au rejet de la population russe, parce que quand on est en état de guerre, on soutient son chef. Donc c'est bien. Et à plus forte raison quand on est en dictature. Et à plus forte raison. Donc ça n'a pas de raison de changer. C'est pas là qu'on pourra le mesurer. Mais du côté européen, rappelons, parce qu'il y a souvent quelque chose qui est mal compris, nous n'avons encore jamais mis de sanctions sur le gaz russe. Il n'y a pas de sanctions européennes sur le gaz russe. Nous avons réduit nos importations des 2/3, mais nous n'avons pas mis de sanctions sur le gaz russe. Donc là, mettre des sanctions sur le gaz russe et sanctionner, comme d'ailleurs ça a été évoqué par les émissaires américains, sous forme de droits de douane très importants sur les pays par lesquels le gaz russe pourrait transiter, et je pense notamment à l'Azerbaïdjan, voilà des mesures qui pourraient rendre la vie très difficile, car le pipeline qui est prévu entre la Russie et la Chine pour pouvoir alimenter et qu'il puisse dériver son gaz vers la Chine n'est pas encore prêt. Donc là, nous avons les moyens, pour moi, de pression très forte sur la Russie en décidant de ne plus importer du tout de gaz russe. Xavier ? Oui, le pipeline n'est pas prêt et en prime, Xi n'a pas l'air franchement pressé, notamment de le financer. Il voudrait le faire payer par la Russie. Ça va prendre encore des années. Alors, sur le gaz, à l'horizon 2027, parce que c'est pire que ce que vous dites, Genetet, en fait. Non seulement on ne sanctionne pas, mais on en achète énormément. On a soutenu l'Ukraine, l'Europe. Beaucoup moins qu'avant. On a réduit de 2/3. Oui, d'accord, mais on a soutenu l'Ukraine à hauteur de 135 milliards d'euros. On a acheté pour 200 milliards de gaz. 2027, en théorie, ça va se terminer. Alors, sur les sanctions, dans 2 ans, l'Europe a quand même adopté aujourd'hui le 17e paquet de sanctions. Donc, une soixantaine d'individus vont être sanctionnés. Toutes les sanctions classiques qui s'ajoutent les unes aux autres, mais qui sont finalement, à la fin, pas d'une efficacité redoutable. Il y a aux États-Unis un projet de sanction d'un sénateur américain proche de Donald Trump qui s'appelle Lindsey Graham, qui évoque notamment ce que vous disiez, ce qu'on appelle les sanctions secondaires, c'est-à-dire sanctionner les pays qui achètent des produits en provenance de la Russie, essentiellement de l'énergie, pétrole ou gaz, avec des droits de douane, on y revient, aux fameux droits de douane, aux tariffs de Donald Trump, qui seraient à la hauteur de 500%. C'est à ça que fait allusion, je crois, Jean-Noël Barrot, le ministre. C'est la Chine qui est le principal acheteur. Oui, mais il n'y a pas que la Chine. Il y a l'Inde aussi. Oui, l'Inde, bien sûr. Donc c'est quand même des très gros morceaux. Qui sont dans le collimateur. Il y a l'Iran aussi. Vous voyez, il y a quand même des gens qui sont assez proches de la Russie, en tout cas pour la Chine et pour l'Iran de manière officielle. Donc là, on voit qu'il y a quand même des choses qui se mettent en place pour priver la Russie de ses principales rentrées de devises, qui sont liées quasi exclusivement aujourd'hui à l'énergie. Dans le même temps, on s'aperçoit que la Russie peut toujours acheter des composants à double usage militaire et civil de manière extrêmement simple. Je vous parlais hier de ce nouveau missile low-cost russe dont les moteurs à réaction sont achetés tout simplement sur Alibaba pour un prix qui va de 15 000 à 30 000 $. Ce sont des moteurs qui sont utilisés normalement dans des avions de modélisme.
Alors, des sanctions dévastatrices contre Poutine. Écoutez ce qu'en pense le chef du Kremlin de ces sanctions. Nous ne nous laisserons pas intimider par ces possibles nouvelles sanctions. La peur n'est pas une option. Il est essentiel de comprendre ce qu'il pourrait se passer et d'être préparé à toutes les actions que nos futurs adversaires potentiels pourraient entreprendre. Ils font beaucoup de choses à leur propre détriment. Il semble qu'ils ne feraient jamais ceci ou cela parce que cela leur desservirait. Mais ils le font quand même. Ce sont des idiots. Maud Kessar. Il ne faut pas oublier que Vladimir Poutine est un fin observateur de la vie politique internationale et de la géopolitique. Il a très bien à l'esprit, en faisant cette déclaration, que dans le bras de fer Chine-États-Unis sur la question des droits de douane et des sanctions, c'est plutôt la Chine de Xi qui a emporté le morceau, si je puis dire, puisque donc les sanctions ont été drastiquement... sont revenues au niveau initial quasiment. Un peu plus. Et que de ce fait, puisque en relations internationales et quand on est avec des acteurs de ce poids, eh bien ce qui compte, c'est aussi la crédibilité donc de la parole politique. Et là, la parole politique de Donald Trump, celle de sa pression maximum, elle va s'étioler dans le temps. Elle s'étiole déjà sur son territoire national, mais elle s'étiole aussi auprès de ses partenaires, mais aussi de ses adversaires. Et Poutine est particulièrement conscient de tout ça parce que, encore une fois, c'est un très fin observateur, pas que de la géopolitique mondiale, mais aussi de ce qui se passe dans les autres États. Et ça, et notamment... Ça, il regarde de très près ce qui se passe aux États-Unis. Dans les autres États... Mais si je peux me permettre, je pense qu'il s'adressait également à sa population, à ses généraux, à son armée. La peur n'a pas sa place. C'est aussi un message qu'il envoie en interne. Et pour les préparer aussi, parce que la situation économique de la Russie est franchement très très compliquée. Avec même si effectivement on a du mal à mesurer, mais on peut quand même avoir une idée que c'est... Des taux d'intérêt qui sont à plus de 20%. Et puis dans ce cas-là, il faut tenir. Dans ce cas-là, il faut tenir. C'est pour pas encourager ce qui a discuté. Mais si on est sûr de ça. Pas grand-chose. Par contre, sur les sanctions, le gaz, je souscris à l'esprit, bien sûr. Mais on pourrait le décider nous-mêmes. Je veux dire que c'est comme vous vous faisiez remarquer, c'est nous qui achetons le gaz. C'est pas lui qui nous l'envoie gratuitement. Donc que cette action, elle est quand même dans le sens de l'acheteur vers le vendeur. C'est pas le vendeur qui nous impose le truc. Donc si on voulait le faire, on le ferait. Le problème, c'est que si on le fait, on n'achèterait que du gaz aux Américains. Donc en termes d'autonomie, c'est quand même assez moyen, quoi. Surtout qu'ailleurs, les créneaux sont pas très larges. Et donc on voit bien qu'on est pris à travers un certain nombre de contradiction en matière. Et puis, on a quand même l'habitude, ce serait le 17e train, je crois. Oui. C'est quand même, ça fait quand même beaucoup. Et donc, on s'aperçoit que par rapport à la faillite totale de l'économie russe annoncée par un ancien ministre de l'économie d'un gouvernement précédent, on en est très très loin. On en est très très loin. On a complètement sous-estimé cette résilience. On a confondu le souhaitable et le probable. Le probable, c'est qu'on a affaire à des gens qui sont capables d'être très résilients, de souffrir et de faire souffrir la population pour obtenir quelque chose qu'ils présentent comme plus important. Et c'est dans notre dynamique sur un certain nombre d'années, car il faut réfléchir sur un certain nombre d'années, il est très important de se remotiver dans la réalité avec des faits concrets, se réarmer, devenir fort, parce que ce qui se passe avec Poutine, rien ne dit que son successeur ne sera pas dans la même logique. Occupons-nous de nous, Européens. Concentrons-nous sur ce que nous sommes capables de faire, sur ce que nous pouvons faire. Faisons-le. Et faisons-le avec le courage auquel j'appelais tout à l'heure. Il faut 2 ans pour sortir du gaz russe. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas on verra en 2027. Est-ce qu'on a réellement opéré, au moins nous, Français, ce changement de logique, ce changement de regard sur le monde, de notre position dans le monde et de notre position face à la Russie ? Oui, indubitablement. On se rappelle au tout début, juste après l'invasion à grande échelle en 2022, les tentatives du président Macron de prendre attache avec Vladimir Poutine en disant il faut que j'arrive à lui parler. Et puis bon, ça n'a mené à rien. Il a coupé toute tentative de ce type. Voilà, et on est vraiment sur une position très claire, surtout de coordination européenne, car c'est pas nous, la France tout seul. Nous avons des atouts, évidemment, mais chacun des pays européens en a. Nous avons notamment la dissuasion nucléaire, mais pas seulement. Nous avons d'autres atouts. Donc c'est en européen qu'on pourra y arriver. C'est là que la coalition des volontaires, vraiment qui a été menée par le président Macron et largement appuyée et maintenant faite en coordination avec Keir Starmer et puis Tusk et Friedrich Merz, est vraiment un atout essentiel. Oui, nous avons changé notre position. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, on est vraiment dans la construction d'une nouvelle guerre froide dans laquelle la question est où sera le mur ? Où sera-t-il ? Mais on sera bien sur un mur qui fait que nous, Européens,
avec l'Ukraine. Nous ne reconnaîtrons jamais les territoires conquis par la Russie. Il faut être très clair, comme c'était le cas pendant la précédente guerre froide que personnellement j'ai connue. Donc c'est ça qu'il faut essayer de construire. Nous ne sommes pas sur une résolution du conflit où d'un seul coup demain les Ukrainiens et les Russes feront à Miami. Ça c'est illusoire.